Parce que, en fait, la meilleure façon d'être épuisé, c'est d'avoir envie de bouger et qu'on vous empêche de bouger. Ça, c'est physiologique. C'est que si vous avez envie de bouger, la meilleure façon de ne pas être fatigué, c'est comme si vous aviez un pied sur la pédale d'accélérateur et l'autre pied sur la pédale de frein. Ouais. C'est épuisant. Je veux bouger, mais je dois rester. J'ai un commerce, ah ben non, je ne peux pas l'ouvrir le commerce. Donc j'ai mon pied sur la pédale d'accélérateur, je voudrais rouvrir le plus vite possible mon commerce, oui, mais je ne peux pas. Et ça, c'est épuisant. Ouais. Il n'y a rien de pire que d'être empêché d'agir. Quatrième stratégie, ce sont les menaces. Alors ça, je pense qu'on les a entendus très très clairement au Québec, mais on les a entendus aussi dans d'autres pays, parce que moi je fais la couverture de tous les pays. Mais quand j'ai entendu le docteur Arruda dire « Ne m'obligez pas à envoyer l'armée dans les rues », il l'a dit quand même. Ah, il dit « Je peux être un bad boy ». Oui, je peux être un bad boy, etc. Ne m'empêchez pas. Hein. Je vais vous reconfiner. Je vais vous reconfiner. Si vous ne portez pas le masque, si vous n'êtes pas assez docile, etc., etc. Donc il y a toute une série de menaces très explicites, très ouvertes. À ce niveau-là, le Québec a le pompon des menaces explicites, parce que dans les autres pays européens que j'ai suivis, les menaces sont plus voilées, ce qui n'est pas plus confortable d'ailleurs sur le plan psychologique d'ailleurs. Hein. Est-ce que vous avez remarqué une corrélation, Jean-Jacques, entre la menace et l'infantilisation? Il y avait comme quelque chose qui était main dans la main entre la menace, qui était à quelque part un peu infantilisante. Oui, c'est complètement ça. On s'est adressé à nous comme si nous n'avions plus que 3-4 ans. Ouais. 1, dépourvu de notre système immunitaire, et 2, dépourvu de notre capacité à décider ce qui est bon pour notre santé. Ouais. 5e stratégie de torture psychologique, ce sont les indulgences occasionnelles. Les indulgences, ça a une résonance aussi de l'Église catholique qui vendait des indulgences à un moment donné pour les grands pécheurs en leur disant « vous aurez le paradis si vous payez le Vatican et si… voilà. Bon. Mais les indulgences occasionnelles, c'est-à-dire que de temps en temps, on vous fait une faveur occasionnelle. La PCU serait l'exemple. C'est exactement l'exemple que j'allais prendre. Hein. La prestation canadienne d'urgence, c'est une indulgence occasionnelle. On dit… on vous met à l'arrêt, mais dans notre grande générosité, on fait tourner la planche à billets sans vous dire qu'en fait, il faudra que vous le remboursiez avec vos impôts par la suite. Pas seulement parce que la PCU est imposable, parce qu'on aurait pu imaginer un système où il n'y avait même pas d'impôts, parce que si c'est une prestation d'urgence, pourquoi est-ce qu'on doit payer des impôts en plus sur quelque chose qu'on nous donne parce qu'on nous a obligés à nous confiner? Il n'y a pas de logique. Moi, je ne comprenais même pas qu'on puisse mettre des impôts. Mais ce qu'on ne nous dit pas, c'est que pendant 15 ans, en tant que population, dans la vraie économie, nous allons devoir payer les intérêts des emprunts qui ont été faits auprès de qui? Auprès des banques privées, qui sont déjà multimilliardaires de façon indécente et qui sont ceux qui ont mis en place tout ce hold-up financier. Et qui va payer à nouveau les pots cassés? C'est nous. Et qui va en profiter? Ce sont les banquiers qui ont provoqué cette situation de chaos sur le plan financier. C'est aberrant. C'est aberrant. Donc les indulgences occasionnelles, c'est effectivement, voilà, on te donne, petit citoyen bien docile, une prestation d'urgence parce qu'on veut prendre soin de toi, etc. Et ça aussi, ça met les gens dans la confusion en disant « Ah, ben le gouvernement est quand même bon avec moi, donc je ne vais pas me révolter contre le gouvernement. » 6e, c'est l'inverse de l'indulgence occasionnelle, c'est la démonstration de toute puissance. Ouais. C'est donc « J'ai un pouvoir de vie et de mort sur vous ». En tant qu'interrogateur qui torture la personne qui veut… voilà. Moi, je peux décider de te laisser croupir jusqu'à la fin de tes jours dans une prison à Guantanamo. Je suis tout puissant. Oui, mais j'ai des droits. Ah ouais? Mais comment tu vas faire pour réclamer tes droits? Je suis tout puissant. C'est moi qui décide si oui ou non tu peux téléphoner. Ça aussi, c'est une indulgence d'ailleurs hein, pour les prisonniers. Donc ici aussi, démonstration de toute puissance. C'est nous décidons c'est quoi un commerce essentiel d'un commerce non essentiel.
On me disait dernièrement que ceux qui voyageraient et ne respecteraient pas les 14 jours d'autoconfinement en rentrant risquaient jusqu'à 1 million de dollars d'amende. Effectivement. Donc ça, c'est aussi une manifestation de toute puissance. Mais ces gens se comportent comme s'ils étaient en toute immunité. Et pour être sûr, en France, entre autres, ils ont voté, donc les parlementaires ont voté une loi qui les immunise au cas où on pourrait les poursuivre après la gestion de la crise. Une fois que toute la vérité aura éclaté, eh bien, ils ne pourront pas être poursuivis, sauf si on parvient à démontrer leur mauvaise foi. Septième stratégie, c'est la dégradation. Donc là, on va amener la personne à être dégradée. Dans le domaine des interrogatoires de la CIA, par exemple, c'était priver la personne de la possibilité de se laver pendant des semaines, parfois des mois. Donc, je commence à être sale sur moi, je pue, etc. Donc, ça, ce sont des dégradations physiques. On peut regarder ce qui s'est passé au niveau de la gestion de la crise du Covid-19. Eh bien, ça, ce n'est pas encore arrivé, mais c'est en train d'arriver. C'est-à-dire qu'en fait, on assiste pour l'instant à une perte de pouvoir d'achat. On assiste à une explosion du chômage. Dois-je rappeler que depuis le début de la pandémie, rien qu'ici au Québec, maintenant on approche les 20 000 faillites d'entreprises, dont beaucoup sont provoquées par la situation de confinement et de blocage de l'économie, mais aussi de reprise de l'économie dans des conditions qui sont non rentable pour certaines entreprises. Donc il y a des entrepreneurs qui ont décidé de garder, par exemple, le restaurant fermé parce qu'ils ont dit « ce ne sera jamais rentable dans les conditions que l'on m'impose ». Donc c'est un cadeau empoisonné de nous avoir dit on déconfine, mais en réalité on déconfine, mais en mettant 2 mètres de distance entre les tables, etc., etc. Ça ne fait que commencer. C'est-à-dire que je pense qu'un certain nombre de personnes, un certain nombre d'entrepreneurs, un certain nombre de particuliers ont encore survécu depuis 7 mois. Bon, ça fait 6 mois que le début du confinement a eu lieu. Ils ont survécu avec leurs réserves financières. Combien de temps ces réserves vont-elles encore durer? Quand on entend les instances de santé publique qui nous disent que c'est une certitude que nous aurons une deuxième vague, ce qui est une aberration totalement infondée sur le plan scientifique, on est incapable de prévoir une seconde vague. À moins d'être Madame Soleil avec une boule de cristal et de dire, voilà, il y aura une seconde vague. Ou à moins de la provoquer artificiellement par un gonflement artificiel des chiffres. On va manipuler à nouveau les statistiques, on va faire peur aux gens de nouveau et on va embarquer pour une seconde vague. Et là, je crains des mouvements de protestation plus violents. Donc j'espère qu'on ne va pas arriver jusque-là. Mais donc, ce qui est en train de se passer, c'est que de plus en plus de gens perdent leur emploi, ne vont pas retrouver d'emploi parce que des entreprises elles-mêmes sont en train de fermer, des entreprises qui n'étaient pas en danger. Parce que oui, on sait dans l'économie que je ne sais plus combien de pourcents des entreprises meurent dans les 3 premières années de leur existence, mais ça c'est normal, ça fait partie de je dirais, la sélection naturelle. Mais des entreprises qui ont pignon sur rue depuis 10, 20, 30, 40 ans, qui font faillite, ça interpelle beaucoup. Ça, c'est nouveau comme situation. Et c'est ça qui va entraîner la dégradation. Et ça, c'est ce que Naomi Klein, qui est une chercheuse d'origine canadienne, appelle la stratégie du choc. Et elle explique très bien dans son livre, La stratégie du choc, qui est un livre qui est sorti en 2007, si mes souvenirs sont bons. Elle dit très bien qu'on met le peuple en état de choc et la dégradation sur le plan monétaire, financier, est une excellente façon de mettre les gens en état de choc, c'est-à-dire en état de pénurie financière, de pénurie d'argent. Et donc, à partir du moment où ces gens sont en choc, c'est une bonne façon de leur faire accepter n'importe quoi. Si on se laisse faire, si on accepte qu'il y ait une seconde vague, à ce moment-là, ce scénario risque d'arriver. Et là, à ce moment-là, on sera dans une misère telle que n'importe qui sera prêt à accepter n'importe quoi. Et ça fait partie de leur plan. Ce n'est pas pour rien que le World Economic Forum a annoncé au mois de juin ce qu'ils appellent le Great Reset. Le Great Reset qui est prévu pour janvier 2021, qui serait potentiellement une disparition
des échanges monétaires tels que nous les connaissons. Tels que nous les connaissons, au profit de crypto-monnaies ou au profit d'une monnaie tout à fait dématérialisée. Ouais. Ce qui empêcherait toute une série de petits commerces ou de petits échanges entre particuliers de se faire encore. Huitième et dernière stratégie dans la charte de Biderman, ce sont les demandes stupides imposées aux prisonniers qu'on est en train d'interroger. Et ça, je dirais que c'est pas nécessaire que je fasse beaucoup de dessins quand on demande aux gens de porter un masque, même à l'extérieur, mais on leur dit, mais dès que tu t'assieds sur un banc pour manger ton sandwich, tu n'as plus besoin de porter le masque. Ou si tu fumes, tu peux enlever ton masque le temps que tu fumes. Hein, le virus sera patient, il restera loin de toi parce que le virus a peur de la fumée de cigarette ou de la fumée de cigare, etc. Donc, les demandes stupides imposées, comme la distance de 6 pieds, ça ne repose mais strictement sur rien. Moi, j'attends toujours que le docteur Arruda, que Olivier Véran en France, que Maggie de Bloch en Belgique, etc., me montrent la moindre étude qui prouve, que les masques sont utiles, efficaces en cas de maladie infectieuse. Hein. Vous avez interviewé Denis Rancourt qui l'a démontré de façon extrêmement brillante et détaillée et documentée. J'attends toujours que Arruda et compagnie me montrent la première étude qui prouve qu'une distance physique prévient la transmission d'une maladie infectieuse. J'attends toujours la première étude qui me démontrerait qu'on a sauvé des vies grâce au confinement. Je renvoie ceux qui nous écoutent aux travaux, entre autres, de Gérard Delépine, qui est un cancérologue biostatisticien en France, qui a fait le calcul avec les chiffres de l'OMS en démontrant que les pays qui avaient appliqué de façon la plus stricte les mesures de confinement sont les pays qui ont le plus de morts par million d'habitants. Donc, que Arruda ne vienne pas me raconter qu'on a sauvé 60 000 vies au Québec, basé sur quoi? D'ailleurs, il reprenait des chiffres qui avaient été donnés par Neil Ferguson de l'Imperial College pour la France. La France qui a 70 millions d'habitants, alors qu'ici au Québec, nous n'avons que 8 millions d'habitants. Et donc, Arruda, ça ne le dérange pas du tout d'aller chercher des statistiques qui l'arrangent, mais ce gars-là, c'est absolument pas de la science qu'il fait. C'est de la politique, c'est de la manipulation et c'est de la torture psychologique. Donc, pour moi, quand je regarde cette charte de coercition de Biderman que j'ai découvert grâce à Amnesty International, il est clair qu'on rentre dans les 8 critères avec cette gestion de la crise du coronavirus. On rentre dans les 8 critères des conditions pour mettre en place une torture psychologique vis-à-vis de l'entièreté de la population. Et ce qui est fascinant, c'est pas juste nous au Québec ou au Canada, c'est à travers la planète. C'est à travers la planète complète. Et c'est là où je serais curieux de voir ce que chaque dirigeant a reçu comme argent, comme promesse ou comme menace pour être aussi docile vis-à-vis de cette minuscule minorité de psychopathes milliardaires.